durable. Donc, je vous propose d'utiliser ici une définition très fonctionnelle de la durabilité. On va dire qu'une filière, par exemple, est durable si elle atteigne son objectif économique. Donc, par exemple, si on parle de la filière viande, si on produit de la viande pour la vendre à des consommateurs qui après l'achètent, avec une sortie économique favorable pour les producteurs, tout en n'ayant pas des impacts sociaux négatifs. Par exemple, en n'engendrant pas la disposition, la marginalisation, la pauvreté de certains acteurs, c'est-à-dire ça peut être les riverains, ça peut être les producteurs, ça peut être toutes des populations qui sont connectées à cette production. Et aussi tout en limitant au maximum, voilà, du coup, en ayant des impacts sociaux pas négatifs et aussi tout en préservant au maximum l'environnement. Et donc, en donnant la possibilité aux générations futures d'utiliser les ressources qu'on utilise aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'une partie spécifique de la filière viande, qui est celle de l'alimentation des animaux qui sont élevés en France et qui sont nourris désormais pour grande partie par du soja importé. Donc, je voudrais faire déjà une précisation sur les sojas. Alors, on va parler du soja, et le soja est une culture qui est connue et pratiquée par l'homme depuis des millénaires, depuis des temps très anciens, et le soja est une plante très appréciée par l'homme pour ses vertus nutritionnelles très très positives, surtout en apport des protéines. Donc, le soja a été cultivé et consommé surtout dans des pays où il y avait un régime alimentaire à bas taux de protéines, surtout par exemple en Chine et au Japon, et parce qu'on consommait moins de viande. Récemment, pourtant, il y a eu une grande augmentation de production de soja transgénique, surtout dans les continents américains, qui produisent des soja transgéniques pour l'alimentation animale partout dans le monde. Donc, on a les plus grands exportateurs de soja transgénique qui sont les États-Unis et le Brésil, tout de suite suivis par l'Argentine, le Paraguay et voilà, d'autres pays en plus petit partie. La consommation de viande ne fait qu'augmenter dans le monde, et donc aussi l'élevage intensif, et donc aussi la production de cette soja transgénique qui a des rechutes sociales et environnementales particulièrement négatives, et donc une durabilité, comme on a dit avant, très limitée. Donc, on va aborder les sujets grâce aux interventions de 4 experts qui sont, premièrement, 2 experts plutôt juridiques qui travaillent dans les cadres d'organisations non gouvernementales comme Sherpa et Maïti. Et donc, on a Tiffany Bordelomeni, qui est juriste chargé des plaidoyers à Sherpa, et Sébastien Mabille, qui est avocat et aussi très impliqué dans les combats de protection environnementale et qui vont vous donner des éléments pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre de la pression sur les entreprises pour changer des pratiques et porter plus de durabilité dans ces filières. Alors, et donc je vois que Tiffany et Sébastien vont parler après. Avant, il y aura plutôt 2 intervenants de France Nature et Environnement, qui sont Adeline Favrel, qui est chargée de mission forêt à France Nature et Environnement, et qui s'occupe des politiques forestières sur les sujets des bois énergie, et aussi Camille Dorion, qui est chargée des missions du réseau
agriculture chez France Nature Environnement. Mais en tout cas, il s'agit de 4 experts qui travaillent dans les cadres de la société civile pour le développement d'outils nationaux et internationaux pour les changements des pratiques des entreprises. Du coup, je laisse la parole à Adeline. Merci beaucoup, Flavia. Donc voilà, donc on a coupé le son, voilà, et on va commencer. Donc sur cette présentation rapide que nous avons, je vais d'abord vous présenter très rapidement France Nature Environnement, donc que je ne suis pas sûre que vous connaissez. Puis ensuite, nous parlerons donc des impacts de la déforestation, en quoi ça pose un réel problème en termes d'environnement et de climat. Et mon collègue Camille vous présentera les états généraux de l'alimentation et comment on fait le lien avec cette problématique de soja et de déforestation. Donc voilà, France Nature Environnement, c'est une fédération d'associations. Donc c'est le plus grand mouvement français d'associations de protection de la nature. Il y a 3500 associations qui en sont membres. Et il y a à la fois des fédérations régionales, départementales, locales, mais aussi des associations nationales, par exemple Humanité, Biodiversité, des associations plus thématiques comme l'OPI sur les insectes. Donc voilà. Après, chaque association a sa propre manière d'agir, a son propre domaine d'action. Et du coup, on fonctionne avec un fonctionnement donc démocratique et dynamique. Chaque échelon agit avec ses propres ressources, les propres activités qui l'intéressent. Dans les Pyrénées, par exemple, on a une association qui s'appelle Pays de l'ours à Day, qui va s'occuper de tout ce qui est cohabitation entre l'ours et l'homme dans les Pyrénées. Voilà. On peut avoir à la fois des actions très nationales, aussi très locales et qui s'adaptent en fonction des contextes territoriaux. On a différents types d'actions au sein de France Nature Environnement. Donc ça va être à la fois faire le lien avec toutes nos associations membres. Ça va être bien sûr interpeller les pouvoirs publics sur les décisions. France Nature Environnement, donc au niveau national, participe à 300 commissions au sein des ministères. Donc on est sur énormément de sujets. Ça peut être aussi des actions de justice, donc contre les auteurs de pollution ou contre des projets qu'on combat, comme c'est le cas par exemple de la grosse centrale bois de Gardanne. Ça va être aussi la faire connaître des alertes et des fois proposer des solutions avec une action qu'on a mis à Marseille sur la pollution des bateaux de croisière qui polluent donc autant qu'1 million de voitures. Et ça peut être aussi travailler avec les entreprises pour les challenger, faire en sorte qu'elles prennent mieux en compte l'environnement dans leur plaidoyer. Et c'est le cas, par exemple, de Engie avec l'installation d'éoliennes dans les territoires. Et donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une de nos actions qu'on fait donc avec Mighty Earth et Sherpa, et plus particulièrement aller sur les forêts et donc sur le soja. Et pour commencer la question, pourquoi on s'est intéressé à cette problématique? Parce que les forêts, c'est important. Elles ont en effet différents rôles. Un rôle de protection des sols, de la ressource en eau. Elles ont aussi un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Elles absorbent chaque année l'équivalent de 20% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est aussi un réservoir de biodiversité énorme, le premier au niveau terrestre, avec 60 à 90% de la biodiversité qui se trouve dans les forêts tropicales. Et je vous ai mis en image sur le côté le paresseux ou le petit atout velu des animaux qu'on va retrouver notamment dans les forêts tropicales amazoniennes et donc qui vont disparaître avec la déforestation. Et bien sûr, parce que les forêts servent aussi d'usage de bois, donc ça peut être le bois matériau dans la construction, mais aussi c'est majoritairement énergétique à l'échelle de la planète, avec encore 2,4 milliards d'êtres humains qui cuisent leurs aliments au bois. Et la déforestation donc ne s'arrête pas, elle est toujours d'actualité malheureusement, malgré différentes conventions, malgré des engagements qui ont été pris et qui ne sont pas toujours respectés. Et aujourd'hui, c'est encore 8 millions d'hectares par an qui sont déforestés. Alors bien sûr, il y a des facteurs naturels, hein, le feu, la sécheresse, mais c'est principalement l'origine humaine qui est la cause de la déforestation, avec l'agriculture qui représente 70% de la déforestation mondiale,
Donc la conversion des forêts en culture agricole, en soja par exemple, ou en élevage, c'est ce qu'on va retrouver principalement par exemple en Amérique latine, ou les plantations de palmiers à l'huile qui vont, pareil, dans les deux cas, ça va alimenter les marchés européens et français. Et donc, du coup, c'est une déforestation qui se passe à l'autre bout du monde, mais qui nous affecte, nous, en Europe, et qui produit en plus 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, le lien entre alimentation, soja et déforestation et les impacts. 75% du soja produit dans le monde est destiné à l'alimentation animale. Et en fait, on le voit sur le petit schéma, il arrive en France par bateau. 4 millions de tonnes sont importées d'Amérique latine. Il passe dans les productions, enfin dans tout ce qui est production de viande, notamment porc, poulet. Derrière, une fois les animaux tués, ils sont transformés pour l'alimentation, de faire des produits que nous allons manger, qui sont vendus en supermarché. Et donc tout ça, ça a un effet important puisque du coup la culture du soja, si on prend l'exemple du Grand Chaco, là où Mighty Earth a fait son étude, qui donc se trouve au niveau du Paraguay et de l'Argentine, elle s'est faite sur des forêts où vivaient des peuples autochtones avec du soja qui était, donc Flavia l'a dit, majoritairement OGM, cultivé avec des pesticides et qui ont occasionné donc derrière le départ de ces peuples autochtones, une perte, plus de forêt, donc plus de biodiversité, des émissions de gaz à effet de serre et bien sûr des pollutions de cours d'eau ou encore le nombre de cancers qui a augmenté. Et je vous ai mis le lien vers le rapport de Mighty Earth qui documente tout ça. Donc pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'on a fait avec Mighty Earth et Sherpa? On a fait une action conjointe, on a envoyé un courrier à 26 entreprises, courrier qu'on a envoyé la semaine dernière, pour les alerter sur les impacts de leur chaîne d'approvisionnement sur la déforestation en Amérique latine. Donc, puisque même si directement elles ne vendent pas de soja, par contre elles vont vendre des produits qui derrière donc elles vont vendre de la viande par exemple qui derrière a été nourrie avec du soja provenant d'Amérique latine. Donc il y a une loi qui nous permet ça aujourd'hui en France, c'est la loi sur le devoir de vigilance et mes collègues reviendront plus particulièrement dessus. Mais on a aussi en France d'autres outils qui se sont mis en place. La stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, avec notamment la mise en place d'une stratégie sur les protéines au plan national, mais également les états généraux de l'alimentation. Et je laisse la parole à mon collègue qui va vous en parler plus en avant. Merci beaucoup, Adeline. Je vais donc vous faire un bref retour sur les états généraux de l'alimentation et dans un premier temps, même si tout le monde en a parlé, en a entendu parler sûrement à un moment ou à un autre, rappeler qu'est-ce que c'est des états généraux. En fait, l'idée de base, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la même table. Et en fait, ça a été 6 mois de discussion à huis clos au niveau dans les ministères avec 14 ateliers entre 40 et 60 participants chacun, donc avec des temps de parole quand même assez courts par personne, et qui étaient divisés en 2 grandes parties. Alors la première, c'était tout ce qui était économique, comment on redonne de la valeur au métier d'agriculteur, mais de la valeur économique. Et la deuxième partie, c'était une alimentation saine, sûre et durable, et qui s'est tenue. Donc il y a eu une consultation publique qui s'est faite avec ça. On a eu quand même 18 000 participants, ce qui est énorme pour une consultation publique en France. Et on a eu 2 grands moments forts, et qui était le premier, le discours de Rungis par le président de la République qui donnait un allant pour transformer l'agriculture française et l'alimentation, et la clôture des États généraux de l'alimentation qui montrait que ce discours n'était qu'un discours et que finalement peu de choses avaient été reprises de la deuxième phase sur l'alimentation saine, sûre et durable, et à tel point que Nicolas Hulot a boycotté, en fait finalement il était encore ministre de l'Environnement à l'époque, et avait boycotté les conclusions. Oui, s'il te plaît. Et donc de ces états généraux est sorti quand même un certain nombre d'actions. Donc il y a eu une loi alimentation qui vient d'être votée en octobre dernier. À l'intérieur de laquelle on retrouve à la fois tout ce qui est le partage de la valeur de l'agriculture, comment on construit les prix agricoles, mais aussi toute une partie sur l'alimentation. Et par exemple, on retrouve à l'intérieur des obligations de 20% de bio dans toutes les cantines scolaires à travers la France. On retrouve aussi des actions, ce qu'on appelle des plans de filière. En fait, ce sont les filières comme la filière fruits et légumes qui doivent mettre en place des plans d'action auprès du gouvernement, qui ont dû leur remettre des plans d'action pour agir et changer leurs pratiques agricoles. Et des plans gouvernementaux, par exemple, le plus connu, c'est celui pour réduire les pesticides. Et en fait, ces différents types d'actions
Elles sont pas inintéressantes, tout n'est pas évidemment à jeter à la poubelle, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des grandes demandes portées par la société civile, la plupart des conclusions qui avaient été consensuelles dans la deuxième phase des États généraux de l'alimentation sur le côté environnemental, et tout ce que le public avait mis dans la consultation publique n'ont pas été du tout repris à l'intérieur. Et en fait, on se retrouve avec un plan d'action qui était plus celui du gouvernement qu'il avait décidé avant même que les États généraux commencent. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les États généraux, en fait, c'était, comme vous l'a dit Adeline, il y a un vrai lien entre notre alimentation aujourd'hui en Europe, la déforestation qui a importé justement d'Amérique du Sud ou d'Indonésie. Et là-dessus, il y avait une vraie possibilité, les États généraux, c'était une vraie possibilité d'agir sur ce levier alimentaire, parce qu'en fait, le gouvernement, le président s'était engagé à une montée en gamme et à une désintensification de l'élevage, avec un élevage plus autonome, plus lié au sol, qui en fait consommerait des protéines qu'on produirait sur le territoire français. On aurait plus besoin d'importer tout ce soja qui fait toutes ces déforestations. Donc il y avait une idée de relancer toute la production de protéines végétales en France, qui permettra aussi de diversifier un peu les cultures qu'on a en France, qui sont un peu trop axées sur du blé et du maïs. Et aussi, il y avait quand même quelque chose de très important qui avait été porté et qui a été vraiment demandé dans la consultation publique, c'était un plan pour sensibiliser la population à la réduction de la consommation de protéines animales. Et donc, quand je dis protéines animales, hein, c'est tant la viande que les œufs, le poisson, le lait, tout ça. Et là, c'est quelque chose qui a été porté très fortement, avec là aussi la demande d'un repas végétarien dans la restauration collective. Et c'est des demandes qui ont été totalement balayées par le gouvernement et qui n'ont pas du tout été repris, alors qu'on sait aujourd'hui, grâce au rapport du GIEC, grâce au point sur la déforestation aussi, que c'est le point essentiel qu'on a à mettre dans la balance aujourd'hui pour le climat et pour la sauvegarde de la forêt. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre présentation. Et donc, comme les intervenants de France Nature Environnement nous ont montré déjà qu'il y a les premiers impacts très forts de la filière soja, qui est la déforestation, et donc des impacts environnementaux très forts qui ont lieu surtout en Amérique latine. Et après, déjà, ils nous ont montré deux mécanismes d'action qui nous avons tous en tant que société, et du coup, d'un côté, d'interpeller directement les entreprises qui importent ce soja, faisant levier sur les devoirs de vigilance. Je pense que le Sherpa va venir parler de ça. Donc, vous avez vu, les organisations, les ONG, elles ont écrit, non Camille et Adeline, vous avez écrit aux entreprises directement en demandant compte de leurs pratiques. Est-ce que vous pouvez nous dire mieux comment vous avez fait ça? Ça peut intéresser les étudiants. Oui, totalement. Alors, c'est une action qu'on a fait avec donc aussi Sherpa et Mighty. Donc, on voit sur la diapositive que voilà, sur celle qui est en cours, qu'on a envoyé des lettres et donc un questionnaire. Donc, en fait, on avait déjà écrit une première fois à des entreprises, donc pour leur dire qu'elles étaient concernées par cette loi sur le devoir de vigilance. Elle ne concerne pas toutes les entreprises. Il faut un certain nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, une certaine taille, voilà, pour être notamment impactées par cette loi. Je pense que Sherpa vous en dira plus à ce niveau-là. Et donc là, le courrier donc concernait un peu plus d'entreprises, et c'était vraiment pour répondre. On leur a envoyé un questionnaire avec ce courrier, car elles doivent établir un plan de vigilance. C'est ce qui est indiqué dans la loi sur le devoir de vigilance. Et pour cela, il faut qu'elles prennent en compte certains éléments. Et c'est ce qu'on leur a demandé, nous, comme information, c'est qu'elles nous disent, est-ce qu'elles avaient identifié ces éléments qui peuvent impacter, hein, est-ce que vous savez si le soja que vous utilisez, il est OGM ou pas? Est-ce que vous savez d'où il vient exactement? Parce que c'est là, comme ça, qu'on pourra déterminer si il occasionne il est issu de la déforestation ou pas. Donc voilà. Et à la suite après avoir identifié les éléments, c'est qu'est-ce que vous faites
qu'est-ce que vous avez mis en place pour limiter, pour éviter ce soja issu de la déforestation? Voilà, c'est le questionnaire qu'on a envoyé aux entreprises et on attend la réponse pour le début de l'année 2010. Si vous avez parlé donc de changer les méthodes en France, de changer certaines choses en France, en fait, ça revient au même. Mais comment lutter contre l'intensification de la culture du soja dans le monde, en fait? Parce qu'on a parlé de l'Amérique latine, de la France, mais in fine, enfin, quid de l'Afrique, de l'Asie, d'autres régions du monde? Je vais apporter un premier élément de réponse, mais peut-être que mon collègue complétera par derrière. Comme il l'a dit, la culture du soja, on en a besoin aujourd'hui parce que on a un élevage qui est un peu déconnecté enfin, on a vraiment séparé dans notre système d'élevage de plus en plus intensif. On n'est plus sur de l'élevage élevé à l'herbe. On veut aller de plus en plus vite, avoir des bœufs de plus en plus gros, etc. On en mange à tous les repas. Il nous en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a pas la surface nécessaire en France pour nourrir tout le cheptel qu'on a. Et du coup, ça oblige à aller importer ce soja qui se fait à l'autre bout du monde parce que là-bas, entre guillemets, j'ai envie de dire, il y a de l'espace. C'était pas de l'espace inoccupé, il y avait des forêts, il y avait des gens qui vivaient dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, bah voilà, c'est là-bas qu'on le fait. Et donc peut-être que la première piste, c'est en effet de manger, de changer, de faire évoluer son alimentation, la nôtre, hein, l'alimentation humaine, en choisissant, peut-être en mangeant moins de viande parce qu'on n'aura pas la capacité sinon de nourrir tout le cheptel, tout le bétail avec uniquement l'herbe, les surfaces qu'on a en France, donc de manger moins de viande, de manger de la viande de meilleure qualité, de regarder d'où elle vient, ça fera toujours une pression aussi au niveau des acheteurs et des producteurs. Et de comme ça, enfin, si on a moins besoin de soja, on sera moins dans l'intensification de la culture. Je rajouterais sur ce point qu'il y a une nécessité aussi à trouver des alternatives au soja en termes d'alimentation animale, en termes de composition de la ration. Parce qu'en fait, le soja, ça fait partie de ces aliments simples. C'est-à-dire qu'une fois, c'est simple de donner à l'animal, ça apporte beaucoup d'énergie, c'est rapide, c'est efficace, ça apporte de la protéine. Et en fait, il y a une question de créer des nouvelles rations animales qui permettent d'éviter du soja à partir des plantes qu'on est capable de faire pousser facilement sur nos territoires. Donc il y a une idée, il y a aussi la recherche a été un peu, on va dire, freinée par le fait qu'on ait accès à cette simplicité et il faut en fait réenclencher aussi une partie de recherche sur cette question des alternatives au soja. Ça veut pas dire qu'il faut juste recouvrir la France du soja, il faut aussi trouver d'autres solutions que le soja dans l'alimentation animale. Donc, je vois que les étudiants aussi demandent c'est quoi l'impact environnemental de la culture de soja en Afrique et en Asie. Voilà, et du coup, autrement qu'en Amérique latine, j'imagine. En fait, on parle beaucoup de soja en Amérique latine parce que c'est la principale source de déforestation là-bas, c'est le soja. Mais c'est vrai qu'on le retrouve ailleurs avec malheureusement les mêmes conséquences en Asie, c'est-à-dire à chaque fois un impact sur la biodiversité, sur la forêt et en général sur les populations locales, l'espace pour avoir des cultures alimentaires ou les impacts sur leur santé dus à l'utilisation de pesticides, donc augmentation des cancers et de malformations. Après, c'est vrai qu'on en parle moins, un petit point quand même sur le fait qu'on en parle moins dans les autres pays, donc en Asie ou en Afrique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est vrai qu'en Asie, et particulièrement en Asie du Sud-Est, on va surtout retrouver la problématique de l'huile de palme. Et par exemple, sur l'Afrique, une des problématiques qu'on a... Mais voilà, il y a aussi du soja et avec les mêmes causes, malheureusement, les mêmes effets, je veux dire, malheureusement, qu'en Amérique latine. Après, moi, je voulais juste préciser, vous que j'ai travaillé plutôt sur l'Asie, que effectivement, les soja transgéniques qui est produite pour l'alimentation animale, elle est produite très 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 majoritairement, pardon pour mon français, sur les continents américains. Les soja pour l'alimentation animale est donc très intensif et
transgéniques avec des grandes intrants, surtout en pesticides, est produite de façon très majoritaire sur les continents américains. Et donc, beaucoup aussi aux États-Unis, pas que en Amérique latine, mais aux États-Unis, il y a moins de déforestation, mais il y a quand même aussi d'autres impacts sociaux et environnementaux très négatifs, surtout provoqués par l'utilisation des OGM et des pesticides, et aussi, par exemple, de l'inégalité économique entre producteurs à conséquence d'un modèle agricole des grandes surfaces. Voilà. En Asie, par contre, c'est des pays qui sont très forts consommateurs de ces sojas-là. Donc, les impacts, on va les voir plutôt en aval des filières des productions de viande. Et donc, par exemple, en Chine, ils utilisent beaucoup de ce soja transgénique pour des élevages intensifs, surtout de cochons, et donc qui ont après d'autres impacts sociaux et environnementaux négatifs.